Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on accueille tout de suite avec plaisir Marc Andevelde, journaliste et auteur de ce livre. Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron, c'est publié aux éditions Stock. Bonjour Marc Andevelde, et je voudrais rappeler, et parce qu'il faut le dire, au moment où on ne parlait pas beaucoup du sieur Macron, de monsieur Macron, vous avez écrit en 2015, j'ai bien en 2015, donc il y a 4 ans, l'ambigu monsieur Macron. Vous avez eu, franchement, alors là, vous avez dû passer pour une espèce de, je sais pas moi, de client d'asile psychiatrique. Comment ? Monsieur Macron ambigu, mais c'est pas possible. En 2015, il était quoi ? Il était ministre à l'époque. Il était ministre. Il était déjà à ministre de Bercy. l'économie. Il était déjà ministre de l'économie depuis à peu près 1 an. Ouais. Et effectivement, j'ai fait une enquête déjà fouillée à l'époque qui se rapportait plutôt à son parcours, de sa tendre enfance jusqu'à son poste de ministre à Bercy, en passant par Rothschild, en passant par la commission Attali. C'était la première enquête que j'avais produite en 2015. Et à l'époque, il y a pas mal de mes confrères qui s'étonnaient à la fois que vous parliez de Macron. Que je parlais de Macron et qui j'expliquais que Macron allait avoir un peu la folie de se présenter à la présidentielle dès 2017, parce que même si je le disais prudemment dans le livre, le dernier chapitre était intitulé Le Grand Saut, et j'expliquais qu'il était en train de se préparer activement pour cela, et à travers le livre, effectivement, ambigu Monsieur Macron, parce que j'avais pointé déjà de nombreuses ambiguïtés dans son discours politique, dans son positionnement, dans sa stratégie, mais également à l'époque, je me souviens, j'avais été interviewé par Jean-Jacques Bourdin sur une radio concurrente, et entre les 2 tours de la présidentielle, et il m'avait demandé pourquoi ambigu. Je lui avais dit mais ambigu également dans son rapport à l'État et à la démocratie. Donc c'était quelque chose qui était très peu entendable à l'époque. Pourquoi je disais ça, ça peut être pris pour un jugement assez définitif. En fait, je me suis aperçu que dans cette première enquête, il avait un profil, ça c'est un peu une lapalissade, mais très technocratique. Et donc, il avait déjà écrit, notamment dans un article de la revue Esprit. Alors, la revue Esprit, c'est une revue intellectuelle, plutôt proche. Filiation Paul Ricoeur et compagnie. Filiation Paul Ricoeur, filiation philosophie personnaliste. Voilà, tout ça, bien sûr. Et où il expliquait dans cet article-là, en 2011, il expliquait déjà que sur les questions budgétaires, et donc notamment au regard... L'article de 2011. Oui, un article de 2011 que Emmanuel Macron avait écrit sur les questions budgétaires, et notamment donc, rapporté aux questions européennes, parce qu'aujourd'hui, les questions de budget sont très liées aux questions européennes. Il expliquait dans le texte que pratiquement qu'il pouvait y avoir une parenthèse démocratique. C'est-à-dire que, en gros, les élections était presque une intruse par rapport au fameux 3% budgétaire. Enfin, en gros, il ne fallait pas tellement laisser les peuples parler, eu égard à la gravité des enjeux. Voilà, c'était un peu ça. Et alors, c'est intéressant parce que là, donc, vous publiez Le Grand Manipulateur. Et ce qui est très, très intéressant, vraiment, un livre qui se lit vraiment avec beaucoup d'intérêt, qui se lit, comme on dit, un page-turner, c'est pas un roman policier, mais c'est pas loin. Vous pourrez concurrencer Fred Vargas. Non, ce qui est tout à fait passionnant, on le sait, mais vraiment on ne le savait pas à ce point, c'est l'extraordinaire efflorescence des réseaux. C'est-à-dire, il y a toujours eu des réseaux, c'est pas nouveau, ça c'est même sous De Gaulle, il y en avait, etc. Bien, les confréries, les francs-maçonneries, tout ça. Très bien. Mais là, ce que vous montrez, c'est que quand même, pratiquement, il y a un archipel de réseaux et qui ont... Et c'est ça que je voudrais m'expliquer, vous le racontez dans le livre, mais c'est qu'il a réussi, en tout cas, à faire converger tous ces réseaux vers lui, en se disant objectivement, alors qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas se sentir, et qu'il a fait converger. Comment, à votre avis, c'est quoi ? C'est sa séduction personnelle ? C'est une stratégie ? C'est quoi ? Alors, le point de départ de cette nouvelle enquête, effectivement, c'est je me suis demandé comment quelqu'un qui n'avait jamais eu de parcours électif, qui n'avait jamais été élu jusqu'à la présidentielle, jamais milité, avait pu à la fois, même s'il y a des circonstances particulières de l'élection de 2017, mais gagner cette élection. Et par ailleurs, je me suis demandé comment, depuis 2 ans, il avait pu prendre le contrôle de l'État, notamment sur les questions régaliennes, la sécurité, le renseignement, la question de la défense, les réseaux d'armement. Je m'intéresse également à la France-Afrique. Donc, en gros, le très lourd, entre guillemets,
guillemets, de la Ve République. Comment, on va dire, l'homme nouveau qu'il prétend être a pu prendre le contrôle de tout ça. Donc ça, c'est le point de départ de l'enquête. Et par rapport à votre question, je me suis aperçu assez vite qu'il avait une véritable stratégie par rapport à ces réseaux-là. Pour 2 raisons. Déjà, et d'une, c'est qu'il n'avait, contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas eu le temps de constituer ses propres réseaux en tant que tels. Bien sûr. Donc il n'a fait que recycler et récupérer, ce que je mets dans le livre, des très vieux réseaux parfois. Oui, vous racontez que ce n'est pas les réseaux de quinquagénaires, les réseaux qui étaient avec Balladur, qui étaient avec... Alors c'est pour ça qu'il y a une véritable stratégie chez Emmanuel Macron. C'est déjà parce qu'il ne disposait pas de réseau en soi, en tant que tel. C'est pas une ambition collective. Il n'a pas une ambition collective, et notamment parce qu'il n'avait pas de parti politique constitué. Donc pourquoi il a utilisé autant de réseaux aussi, c'est qu'il n'avait pas de parti politique constitué et qu'il a même dû contourner les partis politiques constitués. Et les générations en son sein qui étaient montantes, c'est-à-dire les quinquas et les quadras, plutôt techno d'ailleurs. Ouais. Et lui, en fait, sa véritable stratégie, c'est à la fois de passer par les plus vieux, c'est-à-dire les plus de 65 ans, qui parfois... étaient même avec Giscard, avec Mitterrand, avec Balladur. Et donc, effectivement, on se retrouve avec une génération politique. Alors, je cite le cas emblématique de Michel Charasse, visiteur du soir depuis le début du quinquennat. Mais effectivement, dont on connaît les liens avec Mitterrand. Dont on connaît les liens avec Mitterrand, effectivement. Et donc, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il n'est pas... on va dire, il fait du neuf avec du vieux, et puis surtout, il n'est pas du tout dans un renouvellement de la pratique politique, il est plutôt dans une reproduction de la pratique politique de la Ve République, assez peu démocratique en réalité dans son fonctionnement. Monarchie républicaine. Monarchie républicaine, et effectivement, il a utilisé des jeunes d'une trentaine d'années, d'une vingtaine d'années parfois, sans expérience politique, totalement malléable. Et cette stratégie, c'est une stratégie en réalité ancienne chez lui, qui explique la fulgurance de son parcours, parce qu'il l'avait déjà eu dans la banque Rothschild, à la banque Rothschild par exemple, où il séduisait des plus vieux dans le système de pouvoir. Donc là, en l'occurrence, des anciens banquiers de la banque Rothschild, par exemple le banquier François Henrot, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, mais qui est très puissant à la banque Rothschild. Et il était du même sérail. Il était comme eux, mais le petit jeune qui arrive. Voilà, c'est le petit jeune qui arrive et il les séduisait par quelques spécificités qu'il avait, c'est-à-dire un bagage un peu plus culturel que ses congénères de sa génération. Voilà. Et ça, c'est véritablement une stratégie. La stratégie Macron. On va continuer à en parler. Avec André Berkoff et son invité Marc Andevelde, auteur de ce livre, Le Grand Manipulateur, les réseaux secrets de Macron. C'est publié chez Stock. Vous saurez tout dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkoff face à son invité Marc Andevelde, journaliste et auteur de ce livre. Le Grand Manipulateur, les réseaux secrets de Macron, c'est publié chez Stock. Eh bien justement, on parlait de ces réseaux secrets ou pas secrets, mais enfin, qu'est-ce qu'il y en a ? C'est plus un réseau, enfin c'est une lanterne magique. Et justement... il y a, et vous en parlez dans votre livre, Marc Andevelde, il y a des choses quand même assez incroyables, c'est qu'il y a des réseaux qui se haïssent presque, enfin en tout cas qui sont hostiles, et ils arrivent à marcher ensemble, parce qu'ils estimaient que ça servait leurs intérêts. C'est quoi au fond, le fond de la chose ? Là, Macron, il a bénéficié d'une situation politique assez exceptionnelle en 2017, où en fait, on va dire, l'ensemble des réseaux économiques de pouvoir ont utilisé Macron comme un candidat par défaut, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, voyant les difficultés judiciaires de Fillon et le repoussoir Marine Le Pen pour tous ces univers de pouvoir, finalement, ils se sont tous jetés sur Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel Macron a profité de cela. Mais, en réalité, ce que j'ai découvert, et depuis assez longtemps, mais je le formalise à travers cette enquête, cette nouvelle enquête, ce nouveau livre, eh bien, ce que j'ai découvert, c'est que il a eu l'habitude de jouer les réseaux contraires pour se mettre au milieu de ces réseaux-là pour son propre pouvoir. Et c'est-à-dire, par exemple, il y a plusieurs divisé pour régner, quoi. Divisé pour régner. Ouais. C'est-à-dire que quand il était ministre de l'économie, il a joué avec très très forte habilité Manuel Valls contre François Hollande, qui était quand même Premier ministre et président de la République. Mais ça va même au-delà des personnalités politiques. C'est aussi tout l'intérêt, entre guillemets, de cette nouvelle enquête, c'est que je montre qu'il a utilisé ce qu'on appelle les réseaux transversaux entre droite et gauche, qui étaient en fait, c'est tous les réseaux qui sont utilisés par les différents partis politiques de pouvoir, des réseaux d'influence, des communicants, des intermédiaires,
bancaire, le commerce international. Et il les a utilisés, ces réseaux transversaux. Mais ce qui est juste un moment, Marc, je vous interromps parce que ce que vous montrez, moi, ce qui m'a le plus... Bon, il y a des révélations, beaucoup dans votre livre. Mais ce qui est le plus passionnant, c'est que votre livre montre que la droite officielle, la gauche officielle n'existe plus. N'existe plus. Et ils se sont tous rassemblés sous son ombrelle, d'une certaine manière, effectivement. Non, mais ces réseaux existaient déjà, ils étaient déjà ensemble. Mais ils étaient effectivement opposés par le jeu politique. D'accord. Et là, effectivement, comme il y a eu écrasement du jeu politique par rapport à ses pouvoirs institutionnels, y compris ceux de l'ombre, en fait, il a récupéré tous les réseaux de l'ombre des différents partis politiques. Mais autre exemple qui sont majeurs, c'est que, par exemple, sur la droite française, il a réussi à récupérer les chiraciens anti-sarkozystes comme les sarkozystes. Et depuis très longtemps, parce qu'en fait, étant passé par Rothschild, mais également sa femme qui était enseignante à Franklin, établissement scolaire de l'Ouest parisien. Qui avait pour élèves les fils Arnaud, les fils et les filles Arnaud de Bernard Arnault. Qui avait pour élèves les fils Arnaud, mais il y a tout un tas de, on va dire, de responsables économiques, de grands patrons, mais également des communicants ou autres. Enfin, je cite le cas de Franck Louvrier, ancien conseiller en communication, de la communication de Nicolas Sarkozy. Oui, tous ces gens-là étaient depuis très longtemps, connaissaient depuis très longtemps Emmanuel Macron. Et effectivement, pour les gens de droite qui peuvent nous écouter, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. En fait, en 2017, il a réussi à jouer, encore une fois, les chiraciens historiques, ceux qui étaient anti-sarkozystes, ceux qui étaient déjà sarkozystes, et une bonne partie de la Sarkozy. Et ça, c'est quand même assez étonnant, parce que François Hollande, quand il a été élu en 2012, il avait déjà utilisé une partie de la droite, et notamment la droite chiracienne anti-sarkozyste contre Sarkozy, et notamment dans les sphères économiques. Mais là, Macron, il a utilisé sans complexe tous les réseaux de la droite historique, en dehors de Fillon, bien sûr, qui concourait, mais comme tout le monde partait de Fillon, ils sont tous venus chez lui. Mais alors justement, vous parlez des réseaux politiques. Il y a aussi les réseaux économiques. Tout à fait. Les réseaux économiques, les réseaux, je dirais, intellectuels ou universitaires. Et comment il les a? C'est la banque Rothschild qui a joué là? Qu'est-ce qui a fait que, au fond, ce qu'on appelle, j'appelle les oligarques par commodité, mais que les gens de la finance se sont dit, celui-là, il connaît notre monde, il va faire ce qu'il faut faire. Alors, dans sa stratégie, il n'y a pas uniquement le fait d'avoir joué des réseaux opposés ou contraires, qui maintenant se retrouvent ou se sont retrouvés sous son ombrelle, même si les luttes peuvent continuer en coulisses. Bien sûr. L'autre élément, c'est que sa stratégie était également d'assécher la concurrence. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'agence de communication Havas. Eh bien, il a investi Havas, notamment par la famille Bolloré, propriétaire de l'agence de communication Havas, aussi pour diminuer son adversaire Manuel Valls sur la gauche. Il a fait ça sur tout un tas de domaines. Donc, pour revenir sur Rothschild, c'est pas uniquement Rothschild. En fait, Rothschild, il faut se rappeler il n'était pas, on va dire, on refait l'histoire aujourd'hui, parce que maintenant il est président de la République. C'était pas un ponte de chez Rothschild. Voilà, ce n'était pas un ponte de chez Rothschild, même s'il a réussi quelques deals. C'était pas un ponte de chez Rothschild. Et donc après, c'est Rothschild qui a fait, on va dire, sa relation publique pour dire nous l'avons fait. Mais en réalité, déjà à cette époque, quand il était plus jeune, c'est de lui-même qu'il a investi différents lieux de pouvoir, et il l'a fait consciencieusement, méthodiquement, comme je dis, et notamment avec sa femme Brigitte Macron. Ils ont eu l'art du réseautage. Ils ont coché toutes les cases. Il fallait rencontrer tous les gens qui comptaient à Paris, comme on dit. Il le faisait à Bercy. Il le faisait à Bercy, tout ça, et bien évidemment, à tout moment, et souvent dans le dos de François Hollande ou du Parti Socialiste. Et effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit d'ailleurs, encore l'actualité le montre, qu'il utilise donc des personnalités de droite qui sont passées par la Sarkozy, qui était l'ennemi éternel, on va dire, de Hollande. Et donc, il a réussi à... Il a surmonté tout ça. Il a surmonté tout ça. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est encore, vous racontez les réseaux DSK, tous les Ismaël Emilien et compagnie, tous ces gens viennent de DSK, enfin viennent il y a 10 ans chez DSK, Moscovici et compagnie. Enfin. Tout à fait. Réseau DSK, donc moi je parlais de l'agence Havas, très lié, mais Stéphane Fuchs, mais les réseaux DSK qui étaient eux-mêmes historiquement des réseaux très proches des milieux économiques déjà du côté du Parti Socialiste, et qui étaient des réseaux déjà très transversaux
transversaux, notamment en Afrique, où voilà, oui, on va parler de l'Afrique. Il y a des points de contact entre les réseaux de gauche et les réseaux de droite. Mais Marc Andevelde, justement, c'est pour ça que je vous ai posé la question, c'est que justement, bien avant Macron, c'est qu'on a l'impression, en fait, que, et d'ailleurs, vous en parlez, c'est que cette gauche-là a disparu avec Mitterrand dans les années 83. C'est-à-dire que vous racontez, moi, encore une fois, ça m'a frappé, on le savait, mais il va encore mieux en le disant, et vous l'avez dit, c'est que ces gens-là de gauche et de droite, enfin, politiquement, se retrouvaient dans une foultitude de réseaux. Oui, mais et où ils travaillaient quand même pour les mêmes intérêts. Oui, mais aussi parce que finalement, au fil des années, et depuis 20 ans, tous ces milieux-là de pouvoir, leur séparation qui était idéologique, elle a disparu parce que tout le monde, en gros, dans ces milieux-là de pouvoir, tous les gens sont d'accord avec ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire l'adaptation forcenée au marché, à la globalisation, aux règles de la concurrence au niveau de l'Union européenne. Et donc, il n'y a plus d'enjeu de fond. Il n'y a plus d'enjeu de fond. Ouais, et donc, c'est ce que les sociologues peuvent expliquer, c'est l'alliance des bourgeoisies. Enfin, si je le fais à la vitesse grand V. Mais donc, il y a quand même cet élément-là. Et Macron est le fils aussi de cette motion de synthèse des technocrates, mais également de ces milieux de pouvoir. Et donc, c'est pour ça qu'en tout cas, là où c'est très surprenant, c'est de voir que des réseaux qui s'étaient déjà alliés d'une certaine manière sous la cohabitation Mitterrand-Balladur, sous le 93-95, sous le mitterrandisme finissant, et où donc Mitterrand, dans un premier temps, avait, semble-t-il, donné consigne de soutenir Balladur contre le Parti socialiste, puis finalement il a soutenu Chirac à l'époque, mais il y avait déjà des points enfin, ça se touchait, hein, les réseaux se touchaient. Donc par exemple, Hubert Védrine, qui était secrétaire général de l'Élysée, était très proche des Balladuriens, comme Michel Charasse. Oui, il y avait déjà des convergences, et ce qui est très étonnant, c'est que ces gens-là qui ont connu, notamment cette vieille génération qui a connu la cohabitation Mitterrand-Balladur, s'est totalement retrouvée sous Macron. Et alors justement, on pourrait en parler pendant des heures, et votre livre vraiment fourmille de renseignements là-dessus. Juste, Marc Andevelde, au terme de cette enquête, parlons d'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que les qualités qui ont fait que Macron est arrivé où il est arrivé, ensuite il y a eu les 2 ans, vous en parlez, mais on a bien vu toutes les hésitations, etc., tout le côté, les grands débats, les gilets jaunes, etc. Juste, on ne va pas prédire l'avenir, mais vous, à votre avis, est-ce que les qualités qui l'ont fait triompher de manière absolument incontestable lors de la campagne électorale et son triomphe, ça fait 2 ans, il a encore 3 ans, est-ce que ça peut lui servir ou au contraire, ça peut être autant de freins ? Autant de freins. D'ailleurs, je le dis dans l'ouvrage, à la fin, je conclus par l'image du château de cartes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, on revient aux fondamentaux de la politique. Et on est quand même encore dans une démocratie avec des électeurs. Et donc, ça ne sert à rien de multiplier les réseaux ou les soutiens de pouvoir. À un moment donné, le juge de paix, ça reste les Français. Et donc, il y a là aujourd'hui un désamour, c'est clair, d'une grande majorité des Français à l'égard de Macron, y compris de gens qui ont voté pour lui en 2017 avec sincérité. Les retraités notamment, d'autres. Il y a énormément de déceptions à l'égard de la pratique du pouvoir, mais également de la politique menée par Emmanuel Macron, et même de son premier bilan, même si on est au début du quinquennat. Et là aussi, ce que j'ai découvert à travers ce nouveau livre et cette enquête, c'est que dans les milieux de pouvoir en eux-mêmes, il a énormément déçu, voire il s'est fait énormément d'ennemis, et notamment parce que il a comme on l'a dit, opposé des réseaux contraires, donc à un moment donné... Et puis il a séduit et jeté, abandonné. Voilà, alors cette phrase qui revient, c'est « il séduit, il utilise, il jette ». Et effectivement, il s'est fâché, on va dire, avec de nombreux anciens soutiens. J'évoque le cas, par exemple, de Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de François Hollande. Mais il y a énormément de cas que je relate dans le livre. Par exemple, Jacques Attali, figure s'il en est. Il le traite de pipoteur dès 2015. Donc... pipoteur, c'est Macron qui traite pipoteur Attali. Donc, il est très dur, il a une pratique du pouvoir extrêmement dure, et surtout, il a l'impression de s'être fait tout seul,
Et donc, alors que ce n'est pas particulièrement vrai, mais... Et voilà. Égare au château de cartes. Merci Marc Andevelde. Qui trop embrasse, mal étreint. C'est à lire dans le livre de Marc Andevelde, Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron. C'est publié chez Stock. Merci à vous Marc Andevelde. Merci à vous également André Berkoff. On peut réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr ou en vidéo sur la page Facebook de Sud Radio. Et on vous retrouve, vous, dans tous vos états, à nouveau demain en direct à midi sur Sud Radio. Restez avec nous puisque la journée continue à l'écoute de Sud Radio. Et dans quelques instants, place aux clés d'une vie. Jacques Pessis aujourd'hui reçoit la chanteuse Anaïs Delva. Excellente journée à vous tous.